bienvenue. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nouveau rendez-vous ce matin, le dernier de l'année pour ces jeudis de l'agro. On va parler ce matin du marché agroalimentaire en Belgique et aux Pays-Bas. On va aborder différents points que l'on va vous lister tout à l'heure, mais comme d'habitude, on va adresser un état des lieux du marché agroalimentaire dans chacun des deux pays, la Belgique puis les Pays-Bas. On va parler des réseaux et des canaux de distribution, des tendances consommation. On va faire quelques focus sur certains produits. On va vous donner quelques tips, quelques clé d'entrée au marché pour bien réussir et trouver les bons partenaires, les bons clients. Voilà, on va balayer tout ça ce matin. Donc, exceptionnellement, il y a deux pays, donc on va peut-être faire les choses de manière un petit peu plus concise. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à intervenir. On n'attendra pas la fin pour les questions-réponses. Je vous invite vraiment à rebondir sur ce que vont dire Virginie et Florian tout au long du webinaire. Vos micros sont en libre accès, donc ouvrez-les pour poser vos questions et intervenir. Pour poser vos questions ou pour partager vos expériences, d'ailleurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Si vous ne souhaitez pas activer vos micros et poser vos questions par écrit, vous pouvez évidemment le faire aussi avec le chat qui est disponible là sous votre barre d'outils. Et puis, s'il y a des questions auxquelles on ne pourrait pas répondre pendant ce webinaire, des questions un peu plus spécifiques par rapport à vos nomenclatures produits, par exemple, ou à des projets dont vous souhaiteriez discuter avec Virginie et Florian plutôt en off, c'est très facile d'organiser une visio. On est très réactif, très flexible. Donc, dans ces cas-là, envoyez-moi un mail ou à Eric Voulant, votre chargé d'affaires BCI, et on organisera très rapidement une visio avec nos intervenants. Donc, soyez libres pour nous solliciter, on est à votre entière disposition. Alors, commençons bien les choses. Nos deux intervenants de ce matin. Merci à tous les deux d'être avec nous et de partager votre expérience avec nous. Donc, Virginie va prendre la parole pour la partie Belgique. Normalement, Virginie devait être accompagnée de Daphné, qui est la responsable filière agrotech pour la CCI France-Belgique. Daphné a un contretemps ce matin, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre malgré elle. Donc, c'est Virginie qui assurera le show pour la Belgique. Je te laisse te présenter en deux mots, Virginie, si tu veux. Oui, Virginie Vanouche, mais je suis belge et je suis directrice commerciale de la CCI France-Belgique. Donc, c'est-à-dire que je chapeaute toutes les filières. Je m'y connais un peu en agro également. Et puis, étant belge, je pense que j'aurai aussi des conseils intéressants à vous donner. Merci beaucoup. Et notre deuxième intervenant pour la partie Pays-Bas, CCI France-Pays-Bas toujours, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Florian, qui est directeur commercial pour la partie Pays-Bas. Tu as aussi de la petite phrase pour te présenter, Florian. Bonjour à tous, je suis aussi le directeur commercial, mais donc de la CCI France-Pays-Bas. Moi, je suis pas néerlandais, je viens même de Haute-Savoie, donc il n'y a pas de montagne aux Pays-Bas. Mais par contre, ça fait 23 ans que je suis aux Pays-Bas, je parle le néerlandais, donc je suis trilingue et biculturel, et j'aurai certainement aussi des conseils et des expériences à partager avec vous. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais passer brièvement toutes ces diapos qui vous présentent l'activité de BCI. Vous nous connaissez toutes et tous pour la grande majorité. Je vais donc vous laisser libre de consulter ces différentes diapos quand je vous donnerai le lien pour accéder à cette présentation. Comme d'habitude, hein, pas de stress sur la prise de notes, la présentation. Et donc, la vidéo sera disponible sur BCI Info d'ici quelques jours. On s'efforce toujours de le faire très rapidement. Donc, vous retrouverez toutes ces différentes diapos donc, sur BCI Info. Je vais juste m'arrêter 2 secondes sur cette diapo pour vous parler ou vous reparler si vous connaissez déjà le service
J'aimerais faire donc ce focus sur Suppliers from Bretagne. C'est un e-catalogue que l'on a mis en place il y a plus d'un an maintenant à destination des investisseurs, des acheteurs étrangers. C'est une plateforme qui est gratuite pour les adhérents de BCI. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette plateforme ou si vous n'êtes pas encore adhérent de BCI, je vous invite vivement à le faire. La plateforme a déjà fait ses preuves, ce e-catalogue a déjà fait ses preuves et a généré des ventes pour des entreprises bretonnes qui y figurent déjà. C'est une belle vitrine pour vous, pour exposer vos produits, vos différents services. Encore une fois, c'est totalement gratuit et réservé aux adhérents de BCI. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, envoyez-moi un mail ou contactez votre chargé d'affaires. On est à votre disposition pour vous aider à remplir votre profil sur cette plateforme. Donc, je passe sur tout ça, l'Open de l'international, the big event, on n'en parle plus. Je vous en reparlerai néanmoins le moment venu quand on lancera l'édition 2023 qui se déroulera comme d'habitude le premier lundi de juillet 2023. Je vais te laisser la parole, Virginie, pour commencer. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement, donc avec la Belgique. Donc, tu vas nous présenter le pays tout d'abord. Ensuite, le marché agro avec différentes sous-parties. Tu aborderas la distribution et puis enfin, quelques tips et quelques Exact. conseils pour aborder le marché. Très bien. Eh bien, attachez votre ceinture, on va pas bien loin, mais on va en Belgique, au Royaume de Belgique plus exactement. Donc, comme vous le savez, c'est un petit pays par sa taille, c'est un peu plus de 30 000 km². Donc, c'est l'équivalent de 3 départements français, avec une population de 11,59 millions d'habitants en 2021. Mais j'aime à dire que la complexité de la Belgique est inversement proportionnelle à sa taille. Donc, il faut s'accrocher. Le nom officiel, c'est Royaume de Belgique. C'est une monarchie constitutionnelle. On a notre roi Philippe Ier depuis 2013. Et le chef du gouvernement, c'est Monsieur Alexander De Croo, qui est le responsable d'un parti libéral-démocrate flamand. C'est un État fédéral, contrairement à la France. C'est un État décentralisé avec 3 régions. Donc, il y a la Flandre au nord, Bruxelles au milieu et alors la Wallonie dans le sud. Il y a également 3 langues officielles, c'est-à-dire que dans le sud on dit bonjour, au nord Goedemorgen et à l'est Guten Tag. Il y a une région germanophone mais qui est vraiment très petite. Donc souvent, ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment que la Belgique, c'est quand même 2 marchés. Un marché flamand au nord avec les influences germaniques et un marché au sud avec des influences plus méditerranéennes. Et puis aussi garder bien en tête les langues, en sachant qu'une grosse partie du PIB, 70% du PIB, vient de la Flandre. Donc il ne faut pas négliger l'aspect flamand de la Belgique. On peut passer de slide. Ouais. Alors, l'industrie alimentaire est le plus grand secteur industriel de Belgique, 20% du chiffre d'affaires total, et tous les secteurs ont connu une croissance positive. Le chiffre d'affaires en volume a augmenté de 8%. Il faut savoir que le fait que ce soit un des plus grands secteurs belges, ça se reflète aussi sur l'activité de la CCI, parce que 40% des entreprises qu'on accompagne chaque année sont des entreprises dans le domaine de l'agro. Alors, pour revenir un peu sur le partenariat commercial entre la France et la Belgique, ce sont des grands partenaires, puisque la France est un partenaire commercial très important pour la Belgique, puisque c'est son 2e importateur après les Pays-Bas. Et les catégories importées le plus par la France sont les boissons sans alcool, la viande et les produits laitiers. Donc en 2020, la Belgique importait 22 milliards d'euros de produits alimentaires et la même année, la France exportait 6,5 milliards d'euros de produits alimentaires vers la Belgique, ce qui fait que c'est vraiment un partenaire de choix et qu'il y a des échanges très forts entre les 2 pays. Donc Belgique, pays à avoir dans son radar. Dans les actualités récentes, il y a eu la fusion du port d'Anvers avec le port de Zeebrugge. Donc le port d'Anvers, c'était déjà un très grand port. Il a fusionné là en avril 2022. Leur objectif étant de devenir un concurrent direct de Rotterdam, n'est-ce pas, Florian? Donc c'est le port d'Anvers-Zeebrugge. C'est un des plus grands ports d'exportation européens avec 147 millions de tonnes
par an et le port veut vraiment s'ancrer dans sa position de pôle d'énergie verte. Donc on a aussi de grandes infrastructures logistiques pour l'exportation et l'importation. On peut passer à la slide suivante. Donc, comme je disais tout à l'heure, la France est un partenaire incontournable de la Belgique avec un volume d'échange de biens de 63 milliards en 2020 qui a encore augmenté en 2022. C'est le 4e partenaire commercial de la France. Donc, c'est le 3e client et son 4e fournisseur, ce qui en fait un partenaire de choix. Le solde commercial bilatéral était déficitaire de 1,6 milliard en 2020 en raison des importations de gaz naturel, mais ce déficit se rétrécit chaque année. Et donc, les principaux fournisseurs de la Belgique, comme on le voit, les Pays-Bas en premier, ensuite la France, et puis l'Allemagne. Et les trois des segments dominés par l'offre française, c'est l'épicerie salée, les boissons sans alcool et le BVP, sachant que l'offre française est très, très bien représentée en Belgique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique, c'est une sorte de marché de test aussi, par sa triple influence culturelle, anglo-saxonne, germanique et romane, que la Flandre est le principal employeur en Belgique dans les secteurs de la production agricole, de l'industrie manufacturière et de la gestion des flux et du commerce extérieur, évidemment, vu que c'est de base une grande terre agricole et qu'en plus, ils ont tous les accès et donc le port. Vous voyez aussi la segmentation ici de l'industrie sur 2021 en voyant que les plus... Pardon. Je ne vais pas revenir sur les pourcentages de chaque segment. Je pense que vous aurez accès au PowerPoint par la suite. Voilà. Alors, la Belgique, c'est un marché restreint. C'est aussi un tout petit marché très condensé qui est à la traîne sur les tendances françaises. Donc, en effet, on considère qu'il faut à peu près 2 ans en moyenne pour que les tendances françaises passent vers la Belgique et s'installent dans le pays. Néanmoins, il y a une proximité linguistique et culturelle avec la France. Il faut garder en tête qu'il faut traduire les étiquettes en néerlandais pour le territoire flamand et Bruxelles-Capitale. Ce n'est pas forcément nécessaire en Wallonie. Et les tendances de consommation sont similaires sur certaines parties du pays. C'est-à-dire que dans le sud, vous allez retrouver des tendances qui sont assez similaires à celles de la France. Par contre, dans le nord, ce sera des tendances assez similaires à celles des Pays-Bas. Donc finalement, il y a vraiment des ponts entre ce que je vous explique et ce que Florian va vous expliquer tout à l'heure. Donc, la situation centrale de la Belgique au cœur de l'Europe et à la frontière entre les pays de l'Europe du Nord et les régions méditerranéennes constitue aussi une des raisons principales pour établir, je suis désolée, je suis un peu enrhumée, donc c'est difficile de parler avec un bon débit. Pour y établir le siège de son entreprise. Donc, il y a eu l'arrivée de l'e-commerce et la mondialisation de l'économie a boosté le secteur sur ces dernières années et la Banque nationale vient de chiffrer à 18 milliards d'euros la valeur générée par cette activité en Belgique. Donc, c'est un peu plus de 4% du PIB et ça représente aussi plus de 218 000 emplois. Il y a aussi un pouvoir d'achat élevé en Belgique. Après, c'est à nuancer parce qu'il y a une grosse inflation, notamment sur l'industrie, les produits alimentaires dernièrement. Pour vous dire, en novembre, l'inflation, elle était de 14,48%. Donc, c'est pour ça que vous voyez des reportages où les Belges viennent faire les courses à Auchan, à la frontière. On a vraiment une grosse inflation sur les produits alimentaires dernièrement. Mais le pouvoir d'achat est en hausse et donc les Belges, en général, ne sont pas tant regardants sur les tarifs pour acheter des produits alimentaires. C'est plus vrai dans le sud que dans le nord, où on va être quand même sur une culture plus centrée sur le prix, tandis que dans le sud, plus centrée sur, je sais pas moi, le bio, la qualité, ce genre de choses. Les produits français bénéficient d'une excellente image sur le sol belge. Donc, on en trouve vraiment partout et on est très nombreux en Belgique à partir en vacances en France. C'est une culture que les Belges connaissent très bien. Il y a environ 200 restaurants belges aux influences françaises sur le pays et 150 000 Français qui vivent aussi en Belgique.
Donc c'est vraiment, la communauté française et d'ailleurs dépasse largement celle des Italiens ou des Néerlandais, pardon. C'est une des communautés les plus implantées, en Belgique. La Bretagne est une de leurs régions préférées. On retrouve aussi des produits, bretons dans les épiceries fines et sur les marchés belges. Il y a l'Union des Bretons de Belgique aussi qui existe et qui est le relais principal de la culture bretonne grâce à de nombreux événements et notamment le concours du meilleur kouign-amann de Bruxelles. Voilà. Si jamais vous voulez passer par Bruxelles, participez à ce concours. Alors, bon, on peut parfait. L'offre et la demande en Belgique. La demande, eh ben, comme je le mentionnais tout à l'heure, on est vraiment sur un marché avec une explosion, dernièrement du bio, des produits sans, bon, qui s'est un peu tassé forcément avec l'inflation qui avait vraiment repris de la force avec le covid. Mais là, dernièrement, c'est vrai que les gens, avec 15 d'augmentation, se retournent plutôt sur, les MDD et les marques pas forcément bio. Mais on va dire que dans l'ensemble, les consommateurs cherchent à consommer mieux pour leur santé, mais aussi pour la planète et que les allégations sans sucre, sans gluten, sans additifs, les produits bio sont, assez importants pour eux. Que les Belges sont très curieux, c'est une population qui est ouverte à la découverte, donc qui va tester des nouvelles marques facilement. Les nouvelles saveurs sont très appréciées, heu et n'hésitent pas à changer d'habitude. Alors les Belges consomment aussi, différemment, c'est-à-dire rejoindre le consommer mieux, local, privilégier aussi ce qui est produit en Belgique, mais pour autant la France reste un partenaire de choix vu que c'est, un des plus grands importateurs et aussi que c'est, un pays, limitrophe. Donc on va dire que pour ça, l'offre française est aussi bien perçue vu que c'est une offre, si pas belge, très proche de la Belgique. Et puis après, à prendre vraiment en considération et je ne peux pas emphaser là-dessus, c'est vraiment les différences régionales. La perception du prix est différente, le pouvoir d'achat est différent. Il y a vraiment l'influence des Pays-Bas d'un côté et l'influence de la France, de l'autre. Et d'ailleurs, ça se retrouve même sur le marché. Moi, je vais évoquer le retail juste après, mais on n'a pas les mêmes enseignes de retailers dans le nord et dans le sud. Du hard discount, du jumbo, on trouve pas ça ou même du Albert Heijn, on va trouver ça dans le nord, qui sont des enseignes présentes aux Pays-Bas, si je me trompe pas, mais absolument pas dans le sud du pays. C'est un bon indicateur pour voir, l'état d'esprit. Après, pour l'offre, beh, les MDD ont une place importante, donc ça, c'est comme en France, hein, la GMS développe, fortement les références en MDD et beh, on fait aussi des actions, on a fait des ventes à Carrefour et cetera, ou des enseignes qui cherchent donc des produits, pardon, des produits à proposer en marque MDD. On est souvent, contactés par des retailers pour chercher, même parmi l'offre française, des nouveaux fournisseurs à ce niveau-là. Le développement du e-commerce, alimentaire, on était très en retard avant le covid. C'était vraiment, mais la Belgique s'est beaucoup améliorée, par la force des choses, et donc on a vu apparaître 10 supermarchés en ligne en 3 ans. Mais bon, depuis que les confinements sont terminés, c'est une tendance qui a une nuancée parce que, bah, il y a eu l'inflation, des produits alimentaires et les supermarchés s'attendent à ce que les ventes en ligne ne représentent que 11 en 2022 contre 13 en 2021. Pour l'offre, adaptation très rapide, aux tendances, donc c'est-à-dire qu'il faut être capable de développer des nouveaux produits, des nouveaux conditionnements. C'est moi qui suis conditionnée pour le coup, pour suivre les tendances, véganes, écologiques et cetera et il y a de plus en plus de rayons thématiques. Ça, c'est ce qu'on voit vraiment dans les retailers, des pans entiers de régions asiatiques, cachère, halal, USA, enfin en termes de pays, de régions et cetera. Eh bien, passons justement à la distribution. Donc, c'est un marché très concentré avec 32 enseignes différentes. Le top 3, c'est clairement Delhaize, Colruyt et Carrefour. On a un record en 2021 avec plus de 4000 points de vente. Donc, il faut se dire que c'est très concentré parce que la Belgique est quand même un tout petit territoire et une forte présence de bio et de la MDD, ça représente 44%. Donc il y a aussi une modification importante qui est en train de s'opérer en ce moment. Mais comme je disais, il y a la concurrence, néerlandaise, Albert Heijn, Jumbo. C'est récent. Ces enseignes, on n'en entendait pas forcément parler, avant et là, elles sont implantées et elles commencent à prendre des parts de marché et puis la croissance vraiment du hard discount qui
n'était pas, enfin moi qui vais régulièrement en France, je vois régulièrement des enseignes et je me disais: «Tiens, en Belgique finalement, on n'a pas de magasin de hard discount, mais ils arrivent chez nous». Et donc la crise, Covid-19 a été vraiment bénéfique à la grande distribution, bah, ça comme en France, je pense. Il ne faut pas négliger aussi l'importance, du CHR et du food service. Donc il y a 25 000 restaurants, 7 800 snacks, 19 000 bars et 1 700 hôtels. En ce qui concerne la fréquentation des restaurants, donc le Belge va 1,5 fois de plus que le Français, au restaurant et on a une gastronomie de pointe. C'est-à-dire il y a 124 restaurants étoilés, en Belgique. Donc le Belge est aussi, un fin gourmet et il y a une vraie importance des réseaux spécialisés. Donc tout ce qui est épicerie fine, magasin bio, il y a quand même pas mal de petites enseignes indépendantes et c'est pas, ce sont des enseignes à ne pas négliger. Voilà. Alors, les défis du marché belge. Oui, la Belgique n'est pas une extension française, mais comme je l'expliquais, vraiment, il y a plusieurs régions. C'est un marché complexe. C'est pas parce qu'il y a une partie du pays qui parle français que c'est exactement la même culture. Donc, il faut bien garder ça en tête quand on approche, le marché parce que, allez, on peut dire qu'il y a certaines entreprises qui viennent la fleur au fusil en se disant: «Beh, tiens, finalement, c'est une extension du marché français» et finalement, le retour à la réalité est parfois rude et ça peut donner des échecs sur des premières tentatives d'exportation. Donc c'est important de se faire conseiller aussi quand on attaque, le marché belge comme on peut le faire pour, le marché des Pays-Bas. Donc c'est très bien que vous soyez, présents, ce matin. L'offre française est considérée comme chère. Comme je disais, c'est aussi un pays, beh, qui a beaucoup d'influence, donc il y a une offre, très variée et donc clairement, il y a aussi, des compétiteurs avec des qui cassent les prix, notamment, ben, on a des offres espagnoles, enfin, il faut prendre ça en compte. Donc c'est un marché, oui, qui est, clairement, mature et parfois saturé, notamment, dans tout ce qui est, par exemple, le vin. Le marché est carrément saturé sur les vins, français et parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, présents. Donc, généralement pour pénétrer ce marché, beh, il faut prendre la place, de quelqu'un d'autre, ou alors être en mesure d'apporter quelque chose de vraiment, innovant et unique. Est-ce que je ça, j'ai parlé de la concurrence internationale. Ne pas sous-estimer le conflit linguistique, oui, pas trop se positionner, sur les conflits entre les francophones, et les flamands. Ça, c'est quelques conseils, on va dire, de culture, des affaires. Ne pas faire systématiquement référence à la France, c'est certain. Ne on sait plutôt par contre, on va dire dans le milieu des affaires, c'est quand même un milieu, très direct. Il faut de la ponctualité, il faut venir avec une offre, on va vous demander vos prix, les choses vont vite et en fait, si les gens sont intéressés, ça peut aller très vite et s'ils ne le sont pas, beh, ils vont vous le dire. En général, il n'y a pas trop de danse, ou de négociations, interminables. On est quand même plus sur un schéma comme ça peut être aux Pays-Bas. Florian confirmera, ou pas. Voici Est-ce et qu'il y a oui, des oui. questions sur cette partie Belgique avant que l'on passe à la seconde partie Pays-Bas? Et oui, Florian, c'est déjà à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Surtout, n'hésitez pas. Est-ce que vous souhaitez que l'on revienne sur la distribution, sur quelques focus catégories produits? Ou est-ce que tout est clair pour vous? Bon, encore une fois, si vous n'avez pas de questions maintenant, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite Oui, c'est et avec plaisir. on organisera très facilement une visio. C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Bon, bah, parfait. Ben, merci beaucoup, Virginie. Mmh. Et du coup, on laisse la parole maintenant à Florian qui, pareillement, va nous faire un état des lieux de l'écosystème agro aux Pays-Bas avec les chiffres clés, les choses à retenir. Un petit point sur les tendances consommation et là encore sur les opportunités, les how to do good business aux Pays-Bas. C'est parti, Florian? C'est parti, j'ai un tout petit problème d'ordinateur, donc je ne vous vois plus, mais ça y est, je reviens. C'est bon? Nous, on te Euh, voit bien. On te voit bien et on t'entend bien. Donc, c'est ok, donc c'est parfait.
Eh bien, écoutez, bonjour à tous, merci d'être présent. Merci Virginie pour cette présentation qui effectivement est intéressante. J'ai pu constater qu'il y a des points communs entre la Belgique et les Pays-Bas. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir faire ces comparaisons. Moi, ce que j'ai divisé la présentation en 3 parties, comme Karen vient de l'indiquer. Je vais d'abord vous présenter l'écosystème néerlandais de l'agroalimentaire. Ensuite, je vais vous présenter les tendances de consommation pour en arriver aux opportunités. Le point qui détermine un petit peu l'écosystème néerlandais, c'est une décision de la société néerlandaise et du gouvernement néerlandais de vouloir nourrir le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui caractérise le secteur agroalimentaire néerlandais. C'est quand même quelque chose de bizarre qu'un petit pays, alors il est un petit peu plus grand que la Belgique, 41 000 km², mais pour vous donner un ordre d'idée, la Nouvelle-Aquitaine fait 84 000 km². Donc un petit pays, 41 000 km², 17,4 millions d'habitants, a pour ambition de nourrir le monde. C'est quelque chose qui est notable, et on verra dans la slide suivante, mais on n'y passe pas tout de suite, qu'ils y arrivent plutôt bien. C'est un écosystème qui ressemble beaucoup à l'écosystème français. Donc, en termes du réseau de distribution, en termes du réseau de production, on va se trouver sur un marché qui est très proche du marché français et que vous connaissez. Dans ce sens-là, votre stratégie, je dirais, globale de développement sur le marché néerlandais devrait s'approcher de la stratégie que vous développez en France. Et vous serez dans un univers connu, aussi bien de par les grandes marques de supermarchés qui sont différentes de celles d'en France, mais le réseau de distribution est organisé de la même façon qu'en France. Par contre, effectivement, il y a, malgré cette proximité, il y a des aspects culturels différents, et c'est un petit peu ce que j'ai voulu mettre en avant à la fois dans la présentation de l'écosystème, dans la présentation des tendances qui là aussi sont assez similaires des tendances françaises. J'ai été voir un petit peu les sites des entreprises bretonnes présentes aujourd'hui, et j'ai pu constater que dans votre communication, dans ce que vous mettez en avant de vos savoir-faire, on revient sur les tendances néerlandaises. Donc là aussi, il y a une similarité, un parallèle entre ce que vous développez, principalement d'abord pour le marché français et ensuite pour vos exportations, parce qu'il y a quelques grands groupes quand même qui sont présents dans pas mal de pays. C'est quelque chose que vous pouvez appliquer sur le marché néerlandais. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai, la ligne conductrice de cette présentation, c'est ça. C'est d'une part l'écosystème. Je vais insister sur les différences, mais aussi vous verrez qu'il y a les liens communs. Et dans les tendances, là aussi, une communauté de tendances entre la France et les Pays-Bas, entre les économies développées en général. Et donc, le fait que vous, en tant qu'entreprise bretonne, vous êtes bien positionné pour vous placer sur le marché néerlandais. Mais comme le disait Virginie, c'est un marché mature, comme le marché belge, et donc concurrentiel. Donc, le secteur agroalimentaire néerlandais, c'est quoi? C'est une production agricole primaire, comme en France. C'est une transformation industrielle, comme en France. Et c'est un grand nombre d'entreprises, petites et grandes, comme en France. C'est une industrie agricole et de transformation qui est très mécanisée, qui est à la pointe dans tout ce qui est développement et recherche. On peut passer à la slide suivante, Karen. Merci beaucoup.
Donc, je disais qu'ils ont comme ambition mondiale de nourrir le monde et ils y arrivent plutôt bien vu qu'ils viennent en deuxième position de production de produits agro après les États-Unis. Donc là encore, 17 millions d'habitants, 41 000 km², mais deuxième producteur au monde de produits agro. On verra plus tard que ça crée aussi des problèmes au pays et que je pense que la France et les industriels et producteurs bretons ont une carte à jouer sur ce territoire. Le marché néerlandais, c'est 104 milliards de produits agricoles avec 72 milliards d'importations de produits agricoles malgré tout. Le marché néerlandais, comme le Danemark, est à la pointe de l'efficacité en matière de production agricole. Donc là, on retrouve une caractéristique du marché néerlandais qui est l'investissement dans tout ce qui est nouvelles technologies. J'étais surpris, Virginie, quand tu disais que la Belgique était un petit peu à la traîne et suivait les tendances. Les Pays-Bas, au contraire, marquent les tendances et adoptent très rapidement toutes les nouvelles technologies et vont développer des nouvelles technologies. Donc, si vous proposez des nouvelles technologies, vous serez automatiquement intéressant pour l'industrie agroalimentaire néerlandaise. Autre chose à mentionner qui marque cette mentalité néerlandaise de premier de la classe, c'est qu'ils sont les premiers producteurs de fleurs. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est important. Ce sont des producteurs qui n'ont pas peur de se frotter à la compétition. Et ils sont aussi ouverts à la compétition. Donc, aux Pays-Bas, le consommateur néerlandais, il est un petit peu chauvin, comme peut-être moins que le consommateur français, mais il est chauvin. Mais par contre, il adoptera très facilement les produits étrangers. À partir du moment où la qualité, et on va le voir, le prix est bon, ils n'auront absolument aucun problème à changer pour le consommateur de produits et pour les entreprises de fournisseurs. Donc, c'est vrai aussi, une fois que vous faites des affaires avec des entreprises néerlandaises, ne jamais penser que c'est gagné et que vous allez rester fournisseur d'une entreprise néerlandaise pour des années et des années. Il faut systématiquement que vous soyez vigilant sur votre positionnement au niveau prix et sur la qualité des produits que vous fournissez, sur votre aptitude à fournir dans les délais qui sont impartis et sur votre aptitude à créer et initier de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Et là aussi, j'ai vu que dans les entreprises bretonnes qui sont présentes aujourd'hui, il y a un savoir-faire très intéressant en termes de développement de nouveaux produits, aussi bien dans les produits agroalimentaires même que dans les produits, enfin dans les entreprises qui fournissent des machines ou des solutions à l'industrie de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est un atout, je pense, pour les entreprises bretonnes. On peut passer à la slide suivante. Sur donc la partie innovation et logistique. Les Pays-Bas tournent, le secteur de l'agroalimentaire tourne autour d'une région qu'on appelle la Food Valley et autour d'une institution de formation qui est l'université de Wageningen. C'est considéré comme la première université au monde dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agriculture et des développements de technologies. C'est quelque chose Cette Food Valley, Florian, excuse-moi de te couper, elle se trouve où? Elle se trouve dans le centre du pays. Donc, peut-être pour donner une idée de l'organisation du pays, on a une
une concentration de la population dans ce qu'on appelle la Randstad. Et la Randstad, ça inclut Amsterdam, La Haye, Rotterdam, Utrecht. Ça, c'est le centre névralgique économique du pays. Mais on a quand même 17 millions d'habitants sur 41 000 km², donc la densité, elle est globale. Et puis après, donc cette Randstad, elle se situe dans l'ouest du pays, le nord-ouest. Et puis après, on a le sud, on a l'est et on a le nord. Et la Food Valley, elle se trouve vraiment à la limite du Randstad, du sud, de l'est et du nord. Donc c'est vraiment dans le centre du pays. C'est pas très loin d'Utrecht en direction de l'est. Et Utrecht est la ville qui est le hub ferroviaire des Pays-Bas. Donc ferroviaire pour le transport de passagers, mais aussi pour le transport produit. Une chose intéressante dans le développement de la logistique qui fait partie de cette page, le port de Rotterdam, qui est le premier port européen et qui est la porte d'entrée de l'Europe pour beaucoup de produits. Le gouvernement néerlandais a, à la fin des années 90 et début des années 2000, construit une ligne de chemin de fer uniquement pour le transport de marchandises qui lie le port de Rotterdam à la région allemande de la Ruhr et ensuite aux pays d'Europe de l'Est. Donc les Néerlandais, ils vont beaucoup investir dans les infrastructures pour garder cette compétitivité en termes de commerce international et de développement de l'économie néerlandaise. Et donc, la Silicon Valley, c'est vraiment quelque chose que la Food Valley, qui a été choisi le modèle, qui a un petit peu copié le modèle de la Silicon Valley, c'est vraiment une décision gouvernementale, mais aussi une décision de l'écosystème économique agroalimentaire d'investir, de se retrouver là-dedans et de travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a pas mal d'entreprises internationales qui choisissent de s'implanter aux Pays-Bas pour créer leur siège européen. Et il y a quelques entreprises françaises aussi qui viennent chercher des technologies et se développer aux Pays-Bas. Le groupe Danone, par exemple, a racheté le groupe Nutricia d'alimentation bébé, qui est un groupe néerlandais. Et le groupe Danone a, il y a 2 ans, construit une grosse usine de production dans l'est des Pays-Bas, dans la région du Brabant. Pour terminer sur la Food Valley, mais sur tout ce rapport à la technologie, la première coopérative qui a été créée aux Pays-Bas, c'est une coopérative qui existe encore aujourd'hui, qui trouve son origine au Moyen-Âge, 1100 et quelques, et c'était une coopérative technologique, en fait, à cette époque. C'était des moulins qui permettaient d'assécher les terres pour cultiver et pouvoir nourrir à l'époque la population néerlandaise. Et ce savoir-faire de travailler ensemble, il existe dans toute l'économie néerlandaise, dans tous les domaines et dans le domaine de l'agroalimentaire. Et quand vous faites du commerce aux Pays-Bas, il faut prendre en compte cette notion. C'est-à-dire que les Néerlandais, vous pouvez arriver pour vendre directement vos produits, mais moi je vous conseille surtout d'arriver et d'échanger avec eux, de poser des questions, de découvrir qui ils sont, ce qu'ils font, quels sont leurs besoins, et par ce biais, de répondre à leurs besoins et de vendre vos produits. Et eux, dans leur technique commerciale, ils sont très forts là-dedans. Il m'est arrivé de faire des rendez-vous commerciaux avec des entreprises qui venaient vendre un produit, et lors du rendez-vous, elles sont reparties en ayant acheté un produit de l'entreprise qu'elles venaient rencontrer pour vendre leurs produits. Elles ont aussi vendu leurs produits, hein, mais c'est ce système de coopération, de chercher
quelles sont les possibilités de fonctionner ensemble et de grandir ensemble et de devenir plus forts ensemble, c'est quelque chose qui, pour moi, définit l'ADN du néerlandais et définit aussi un petit peu le succès des Néerlandais à l'international. On peut passer sur la page suivante. Donc là, c'est simplement mettre en valeur le développement technologique et la numérisation du secteur de l'agroalimentaire néerlandais. Je pense que ça correspond beaucoup à ce qui se fait en France. Et j'imagine que les Pays-Bas sont soit un tout petit peu en avance de la France, soit au niveau de la France. Mais dans les enquêtes qui sont faites au niveau international, il ressort que les Pays-Bas sont le deuxième pays au monde le plus connecté. Et il ressort aussi que c'est le premier pays en termes d'infrastructure logistique et de globalisation de la société néerlandaise. Donc, tout ce qui est technologique, quand vous êtes une entreprise bretonne et que vous développez des technologies dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la production alimentaire, j'ai vu qu'il y avait une entreprise qui faisait tout ce qui est les instruments de mesure pour la fabrication en termes de poudre et de choses comme ça. L'industrie néerlandaise recherche les technologies et est avide de technologies. Donc, et je pense que les entreprises françaises, en général, ont peut-être une longueur d'avance dans le domaine de l'agroalimentaire dans ce sens-là, parce que la France a une culture culinaire qui n'existait pas aux Pays-Bas et qui s'est développée ces 10 dernières années. Donc, je pense qu'il y a tout un tas d'outils de produits aussi français qui sont intéressants pour le marché de l'agroalimentaire. On peut passer à la slide suivante. Donc là, c'était pour présenter un petit peu ce que l'écosystème économique du fait du Covid et du Brexit. Et le Covid a eu un impact sur la société néerlandaise. On a vu qu'il y a eu un développement. Alors, il y a eu une contraction de l'économie, ça c'est clair, mais il y a eu un développement comme en France, comme en Belgique, Virginie le mentionnait, de tout ce qui est la consommation de produits agroalimentaires à la maison et de produits préparés. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu après. Et il y a un facteur que je trouve intéressant, c'est que les Néerlandais, et je ne sais pas comment c'est en France, peut-être que vous le savez, mais du fait du Brexit, les Néerlandais ont renforcé leur position en Angleterre. C'est-à-dire que depuis le Brexit, ils exportent plus de produits agroalimentaires qu'ils n'en exportaient avant. Et à contrario, la Grande-Bretagne a perdu des parts de marché aux Pays-Bas du fait du Brexit. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui savent comment ça se passe en France à ce niveau-là, si ou si vous-même dans votre entreprise vous avez une expérience d'augmentation ou de diminution de vos échanges avec l'Angleterre, mais enfin avec le Royaume-Uni, mais c'est une information que je trouve intéressante. Quelqu'un souhaite réagir, rebondir sur ce que vient de dire Florian par rapport à ce flux que vous pouvez avoir avec le Royaume-Uni, avec l'Angleterre? Vous êtes sage, hein? Sage et attentif ou endormi? J'espère pas que l'option B est la bonne. J'espère pas que je vous endors. Mais
Et puis une dernière chose sur l'écosystème, c'est la guerre d'Ukraine. Je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est que le taux d'inflation aux Pays-Bas au mois d'octobre, il est de 14,8%. Donc, par rapport à la France, c'est un taux d'inflation qui est énorme. Je crois qu'en France, vous êtes aujourd'hui autour des 6% ou 7%. Et donc, je pense que ça peut être aujourd'hui un avantage compétitif pour les entreprises françaises. Virginie, je ne sais pas si tu connais le taux d'inflation en Belgique Oui, c'était actuellement. 14,48, donc on vous bat Ah ouais, encore donc un petit peu. on est dans Ouais. la même zone. Et si le taux de 6 à 7% que j'ai pour la France est correct, ça veut dire que aujourd'hui, si vous venez en Belgique ou aux Pays-Bas, en principe, vous avez un avantage commercial de fait de cette différence de taux d'inflation. Donc voilà. On va passer à la page suivante. Et c'était un petit peu pour vous rassurer quelque part. Les Néerlandais, ils sont très forts en export, on l'a vu, hein, ils veulent nourrir le monde, mais malgré tout, ils importent. Ils importent pas mal de produits agricoles et agroalimentaires. Et dans les produits agricoles, on s'aperçoit qu'en 2021, la croissance des importations de produits venant de l'Europe a été de 13%. Contre 6% pour les produits hors européens. Et si on prend un petit peu la liste des pays qui exportent le plus de produits agricoles vers les Pays-Bas, il y a l'Allemagne qui dépasse tout le monde largement, la Belgique, Virginie, qui fait très bien aux Pays-Bas, et en troisième position, il y a quand même la France. Et donc ça, c'est quelque chose d'encourageant. Je voulais montrer un chiffre factuel positif qui montre que malgré le savoir-faire néerlandais en termes d'exportation, il y a des besoins néerlandais et on va arriver justement à ces besoins puisqu'on va parler des tendances et après avoir parlé des tendances du marché, on finira sur les opportunités qui vont de soi quand on analyse les tendances. Et Je passe à la oui, suivante ou oui, tu as s'il te terminé plaît. sur cette diapo? Oui, j'ai terminé. Donc, une des tendances principales aux Pays-Bas dans l'agroalimentaire, et c'est quelque chose qui est vrai en France, je l'ai vu sur vos sites, hein, vous êtes pas mal à mettre en avant la qualité de vos produits et aussi de l'alimentation que vous offrez, soit pour le bétail, soit pour les humains, et les qualités de vos produits pour la santé des animaux ou des humains. Donc ça, c'est quelque chose qui est très qui est comparable en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Mais cet axe sur la santé, il a été développé tôt aux Pays-Bas, vu qu'ils ont développé le disque de 5, Schrijf van 5, qui est encore aujourd'hui utilisé par la population néerlandaise. La plupart des Néerlandais que je connais, parlent quand ils s'alimentent du Schrijf van 5. Donc ça a été développé en 1953 et c'est encore une norme pour les consommateurs néerlandais pour choisir leurs aliments. Alors, la grosse différence entre 1953 et aujourd'hui, c'est qu'en 1953, les Néerlandais, et jusque au début des années 2000, les Néerlandais se nourrissaient principalement pour fonctionner. La nourriture, c'était une énergie. On ne peut pas parler de cuisine néerlandaise et au niveau culinaire, ça n'existe pas. Moi, quand je suis arrivé ici en 1998, j'étais un petit peu, j'arrivais d'Angleterre, j'arrive aux Pays-Bas, et en termes de restauration, de café, des produits qu'on trouvait dans les supermarchés, c'était vraiment très limité. C'est le basique, mais
il y a rien de, il y avait très peu de bonnes choses. Ces dernières 10 années, ça a changé. On voit que les Néerlandais découvrent la nourriture, ils prennent plaisir. Les émissions de cuisine sur la télévision fonctionnent très bien. Les cours pour apprendre à cuisiner fonctionnent très bien aussi. Et donc, ça se retrouve dans les supermarchés et dans le choix des Néerlandais. Donc, mais avec toujours cet aspect santé. Et une chose qui est intéressante, c'est la décision enfin, la campagne qu'a lancée le gouvernement cette année pour améliorer la qualité sur le plan de la santé des produits qui sont vendus aussi bien en supermarché que dans la restauration et dans tout ce qui est consommation, vente à emporter. Donc, le gouvernement a créé une campagne pour améliorer la qualité des produits. Donc, ça s'appelle The National Aanpak voor Productverbetering. Et donc, littéralement, c'est améliorer la qualité des produits, donc diminuer le sucre, diminuer le sel, diminuer les graisses saturées. Et c'est à la fois une campagne de communication qui va être lancée, mais c'est aussi des groupes de travail avec les industriels du secteur pour arriver à des normes qui vont faire que le néerlandais reste en bonne santé et continue à manger, mais mange mieux et avec moins de conséquences néfastes pour la santé. Donc ça, on le verra dans les opportunités, c'est vraiment quelque chose qui doit un petit peu axer votre démarche commerciale sur le territoire néerlandais. On va passer de la tendance de la santé à la tendance sur tout ce qui est produits durables. Et là aussi, sur vos sites, j'ai vu que vous étiez déjà très au fait dans ce domaine et que vous développiez votre communication et vos produits par rapport à ça. Mais il y a un chiffre quand même qui est intéressant, donc c'est le centre de recherche économique de l'université de Wageningen, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, mais donc la partie recherche économique, qui fait des études sur le résultat commercial d'avoir une image durable. Et donc, on s'aperçoit que ces dernières années, les parts de marché des produits ayant un label durable, un label indépendant des supermarchés augmente de façon croissante. Et aujourd'hui, ça représente 19% du panier moyen néerlandais qui est consacré à des produits avec un label durable. Donc là aussi, quelque chose à prendre en compte dans vos démarches commerciales aux Pays-Bas. Je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. De toute façon, j'ai fait le choix de donner pas mal de détails dans la présentation parce que je savais que vous l'auriez. Et donc, je ne fais que surligner certains aspects. Cadre législatif, donc là, je mentionne la décision de la Commission européenne de février 2022, la décision allemande aussi de donner un cadre législatif à des produits plus responsables, aussi bien au niveau écologique qu'au niveau respect du travail de l'humain. Les Pays-Bas, pour l'instant, n'ont pas encore décidé d'encadrer ces domaines sur le domaine législatif. Ils attendent un petit peu de voir ce qui va se développer au niveau européen, mais l'industrie a déjà indiqué que si au niveau européen, les normes qui allaient être mises en place n'étaient pas suffisantes, il souhaitait que le gouvernement néerlandais impose certaines normes sur l'aspect donc durabilité au niveau environnemental et sociétal.
Donc là aussi, quelque chose à prendre en compte quand vous répondez à ces normes au niveau dans votre démarche commerciale. On va passer du cadre législatif au... c'est quoi la suivante? Ah oui, merci Karen. Donc, on va passer à la partie réduction des gaz à effet de serre. Et ça, c'est quelque chose qui est important à deux niveaux. Le premier, c'est que on est dans une économie néerlandaise qui est en très bonne santé. Le pouvoir d'achat des Néerlandais, c'est un pouvoir fort, hein. C'est le PIB par habitant, il est de 61 000 dollars, alors 64 000 dollars, alors qu'en France, il est de 51 000 dollars par an. Donc, on a un pouvoir d'achat fort, on a une économie qui est en très bonne santé, 3,8% de chômage. Et donc, le gouvernement a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs suite aux accords de Paris. Ça a un effet, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement néerlandais, après avoir essayé dans différents domaines de diminuer ces effets, enfin la production de gaz à effet de serre, donc il a d'abord limité la construction d'immeubles, mais on a de plus en plus de population avec une immigration importante. Donc, on a besoin de 1 million de logements d'ici à 2030. Donc, ils ont dû autoriser à nouveau les constructions. Ils ont diminué la vitesse sur les autoroutes. Donc, aujourd'hui, on roule aux Pays-Bas à 100 km/h, à part entre 9 h le soir et 6 h du matin où on peut passer à 130. Là, ils ont pris cette année la décision de limiter les surfaces agricoles et la production agricole, ce qui a créé quelque chose d'absolument unique aux Pays-Bas. Il y a eu des grosses manifestations le printemps dernier et l'été dernier des paysans néerlandais qui vont devoir fermer leur ferme. Et par rapport à ce que j'indiquais en introduction sur le motto du gouvernement néerlandais de nourrir le monde, ils ont donc changé aussi leur fusil d'épaule et aujourd'hui, ils veulent continuer à faire croître l'économie néerlandaise, mais en partenariat avec d'autres pays pour ne pas augmenter l'effet de l'économie néerlandaise sur la production de gaz à effet de serre. Donc là aussi, je pense que les sociétés bretonnes et françaises ont une carte à jouer dans ces développements récents. Et cette politique par rapport au gaz à effet de serre, elle a un effet global, ou en tous les cas les tendances que j'ai montrées aussi précédemment, elle a un effet global sur la politique de RSE et sur la recherche de l'industrie néerlandaise à pouvoir communiquer sur le fait qu'ils sont responsables au niveau sociétal, au niveau économique et au niveau du développement. Donc, quand vous avez des produits qui peuvent renforcer le message RSE, soit des supermarchés, soit des producteurs néerlandais, vous arrivez avec un produit qui est intéressant pour le marché néerlandais, en gardant toujours à l'esprit l'importance du prix dans tout ce qu'on fait aux Pays-Bas. Donc là, on va passer aux opportunités, bien que j'ai déjà commencé à les aborder. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différents points tendances que l'on vient d'aborder avant de passer aux opportunités? N'hésitez pas, hein. Alors, donc... J'avais juste une question, savoir si la Belgique était aussi réceptif en fait sur les valeurs RSE, aussi bien sur les biens d'équipement que sur les produits. Oui, tout à fait. Je me suis dit, comme Florian l'a mentionné, que j'aurais dû en parler, mais on est également très sensible à ça. D'accord, merci. Une autre question?
Alors, on poursuit. Ok, très bien. Parlons donc opportunités. Alors, tu as déjà parlé des normes qui étaient importantes sur la RSE, le côté santé des aliments, les valeurs sociales. Qu'est-ce que tu peux nous dire en complément de tout ça? Exactement. Donc, en fait, une partie des opportunités, je les ai déjà abordées. Elles vont de soi dans les pages précédentes, mais je voulais insister à nouveau là-dessus. Donc, par exemple, pour ce qui est de la santé, de la durabilité des valeurs sociales, c'est vraiment un marché en croissance importante. J'ai mentionné qu'aujourd'hui, ça représentait en 2021 19% du panier des dépenses agroalimentaires et boissons sans alcool des Néerlandais. Pour vous donner une idée de la progression, en 2017, c'était 11%. En à peine 4 ans, ça a pris 8% de part de marché et c'est quelque chose qu'on continue à voir aujourd'hui. Et c'est quelque chose une autre tendance, c'est tout ce qui est produit de remplacement de la viande. Et là, je trouve que c'était une information qui est intéressante, c'est que dans l'année en cours, donc en 2022, fin 2021-2022, un Néerlandais